cette 16e SQBT. Nous en sommes à peu près à mi-parcours, aujourd'hui mercredi 19 juin. Et nous sommes là aujourd'hui pour un webinaire témoignage d'une entreprise en matière de démarche de qualité de vie au travail et comment cette entreprise unitaire fait le lien entre cette démarche et la performance recherchée par l'entreprise. Alors, un mot tout d'abord pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes le réseau ANACT-ARACT. Alors, je vois que les slides défilent un peu trop vite. Voilà, c'est sur la bonne slide. Donc, nous sommes l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes sous la tutelle du ministère du Travail. Et au-delà de cette agence nationale basée à Lyon, nous avons un réseau de 16 associations régionales qui interviennent à vos côtés si vous en avez besoin en tant qu'entreprise et autres institutions ou acteurs relais. Alors, notre association est bien de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et pour cela, nous élaborons, diffusons des méthodes, des outils pour progresser durablement en matière de qualité de vie au travail. Je vous en présenterai quelques-uns à l'issue de ce webinaire. Donc, cette semaine pour la qualité de vie au travail se passe sous un format en distanciel en ce qui concerne l'ANAC, mais vous avez également dans vos régions des actions, des événements organisés par les ARACT. Et le thème de cette semaine, eh bien, vous avez dit performance au pluriel. Donc, nous allons aborder la performance sous ses différents aspects et ses liens avec la qualité de vie au travail et la santé au travail. Donc, c'est l'occasion d'échanger sur les pratiques pour combiner performance et amélioration des conditions de travail. Nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette semaine sont donc Clésia, Malakoff, Médéric, Humanis, le groupe MGEN Vive, Préventica et Siassi Saint-Honoré. Nous leur remercions de bien vouloir collaborer à la réalisation de cette semaine. Et aujourd'hui, donc moi-même, je suis Ségolène Journoux, je suis responsable d'un département qui conçoit les produits et les services justement destinés à vous, entreprises ou acteurs relais, pour agir sur les conditions de travail. Et j'accueille en tant que grand témoin sur ce webinaire Monsieur Laurent Demagnès, ici présent, qui est DSI, donc directeur des systèmes d'information, mais aussi DRH et unitaire. Donc c'est intéressant d'ailleurs que vous ayez cette double casquette. Et au sein de votre entreprise, donc vous allez apporter votre témoignage sur finalement la mise en place de cette démarche dans votre entreprise et pourquoi, pour vous, il y a un lien fort entre cette démarche et la performance globale de votre entreprise. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, sachez toutes et tous ceux qui vous nous regardez, nous avons en ligne la possibilité pour vous de poser vos questions via une fenêtre de chat et puis je les prendrai au fur et à mesure ou sinon en fin de présentation de façon à pouvoir échanger et avoir une interaction entre vous et nous sur les questions que vous posent les liens entre performance, conditions de travail et le témoignage de M. Demagnès. Alors peut-être juste un mot sur votre entreprise. Tout d'abord, Unitaire, qui est-ce? Alors bonjour à tous d'abord et merci d'être là et merci à l'ANAC de m'avoir invité. Donc Unitaire, qui sommes-nous? Nous sommes ce qu'on appelle un CDMO, un sous-traitant pharmaceutique. Donc ça consiste tout simplement à fabriquer des médicaments et à développer des nouveaux produits pour des grands laboratoires pharmaceutiques, à destination évidemment des patients. Nous sommes une entreprise internationale présente en France, au Brésil, aux États-Unis, en Chine. Notre chiffre d'affaires, parce que c'est des métriques qui permettent de nous positionner, est autour de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif de plus de 1300 personnes. Et notre spécialité principalement porte sur ce qu'on appelle l'unidose stérile, ce que vous, patients, connaissez principalement dans la petite dose que vous consommez, voilà, et ça adresse des axes thérapeutiques tels l'asthme, l'OFTA et bien d'autres. Voilà, pour qui nous sommes.
Entendu. Alors, je crois que l'entreprise unitaire existe depuis de nombreuses années et suit une croissance forte. Oui, alors nous avons 25 ans d'existence, voilà. Et donc, nous avons démarré en 93 avec 20 personnes et aujourd'hui, j'ai 10 300 personnes. Donc, c'est effectivement un projet de croissance important. Alors, son histoire, ben, je ne vais pas ici reprendre 25 ans d'existence, ça serait un peu long. Mais c'est une histoire qui s'appuie à la fois sur la croissance interne, puisque je vais prendre quelques exemples. Le site d'Amiens, 2002, 150 personnes, aujourd'hui 400 personnes. Le site de Coutances, dont on va beaucoup parler, 50 personnes en 2002, aujourd'hui près de 300 personnes. Donc il y a eu un certain nombre d'acquisitions aussi en France et dans différents pays, je l'ai dit tout à l'heure. Alors un point, puisqu'on est là pour parler de qualité de vie au travail et de performance, la QVT, elle nous est apparue en 2014, mais on aura l'occasion d'y revenir. Où on a d'abord démarré à Coutances, et encore une fois on va le détailler, où là on a expérimenté en quelque sorte la QVT, pour la faire aujourd'hui, faire en sorte que la QVT soit dorénavant complètement installée dans notre politique RH, et là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc c'est depuis 2014 qu'on pratique la qualité de vie au travail, et qu'on effectivement dans un objectif de performance, comme Ségolène a pu le présenter en introduction. Voilà. D'accord, donc effectivement, là c'est tout à fait intéressant. On voit bien que ça s'inscrit dans votre histoire, l'introduction d'une démarche QVT. Et racontez-nous alors l'histoire de cette mise en place de la QVT. Je crois que ça s'est passé en Normandie, sur votre site de production à Coutances. Alors, dans quel contexte se trouvait cet établissement en 2014 ? Alors, le contexte reprend un peu ce que j'ai déjà dit. Coutances illustrait parfaitement l'histoire de l'entreprise, du groupe en général, puisque c'était une situation dite de croissance. Je prends quelques exemples. Coutances, c'était 50 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Coutances, excusez-moi, augmente à peu près de 10 millions d'euros par an, avec un effectif qui augmente à peu près de 20% chaque année. Donc on est un sous-traitant, on est dans le domaine de du pharmaceutique. Donc évidemment, la notion de qualité est évidemment très importante, puisqu'il s'agit de sortir des produits qui sont de qualité. Donc on avait un enjeu de qualité très fort, notamment Coutances, ça a aussi une particularité, c'est qu'il est FDA. Donc il adresse le marché américain qui est très exigeant en termes de qualité. Pour préciser, FDA, c'est l'administration américaine qui réglemente le fait qu'on puisse produire pour le marché américain. D'accord. Voilà. Donc une réglementation, une contrainte à intégrer dans votre production pour répondre à ces objectifs de qualité. Tout à fait. On a toujours, parce que c'est notre ADN, des enjeux de productivité et de compétitivité, puisque dans le médicament aujourd'hui, on doit produire à des coûts compétitifs. Voilà. Et puis on a aussi des concurrents, donc on se doit d'être compétitif. Donc un exemple de cette compétitivité, c'est le fait qu'on tourne les cycles de travail sont en 5-8, on n'arrête jamais l'usine. Donc on produit tout le temps, matin, après-midi, nuit, week-end. Donc ça c'est un élément important quand on parle de conditions de travail. Bien sûr. Autre aspect de la performance qu'il fallait adresser, c'est la satisfaction client. Nous sommes un sous-traitant, je l'ai dit. Qui dit sous-traitant dit on doit satisfaire nos clients. C'est même l'objectif premier. Et une quatrième dimension, c'est que moi je suis DRH et DSI, Ségolène l'a dit, je suis depuis 17 ans, depuis 2002. Le président directeur général est là depuis 2000. Et on est habités tous les deux par une conviction qui dit que cette performance, elle peut se constater à l'instant T, mais pour qu'elle soit pérenne, ça passe par les hommes, par le fait que les hommes soient satisfaits, eux aussi, de la façon dont ça se passe pour atteindre cette performance opérationnelle. Et donc, je l'ai exprimé là, c'est effectivement, il faut répondre aux exigences que j'ai évoquées, il faut répondre au niveau de TRS et de productivité que les lignes de production, c'est des forts investissements dans les lignes de production. Mais on est convaincu que ça passe par la satisfaction des individus, parce que c'est à travers ça qu'on peut rendre pérenne une performance. Voilà.
D'accord, donc on voit bien effectivement dans ces enjeux qui s'imposaient alors à l'entreprise en 2014, en pleine croissance, donc des enjeux économiques, des enjeux pour faire face effectivement à une certaine compétitivité, mais également des enjeux technologiques, des enjeux de production avec des contraintes réglementaires fortes, des enjeux sociaux aussi. Notamment des effectifs en croissance, donc une nécessité de recruter, peut-être pas toujours facile d'ailleurs selon les bassins d'emploi et autres, et puis également j'imagine des enjeux sociaux, parce que quand on est en pleine croissance, il y a bien sûr une évolution de l'appareil de production et qui peut parfois effectivement entraîner des tensions, une charge de travail accrue. Donc effectivement pour vous, entreprise unitaire, mais pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a cette nécessité de combiner ces différents enjeux qui ne sont pas uniquement économiques, mais avec l'économique, il y a des enjeux sociaux qui s'installent et des enjeux technologiques. Et donc une nécessité de bien combiner ces différents enjeux. Et pour nous, effectivement, il y a là le contexte d'une démarche QVT, c'est-à-dire comment combiner ces enjeux pour l'entreprise de façon à être performante économiquement, mais également à répondre à ces enjeux sociaux et technologiques. Est-ce que vous pouvez juste du coup nous préciser, donc persuader effectivement qu'il y avait là un levier de croissance pour vous dans cette mise en place d'une démarche QVT, nous préciser concrètement finalement en quoi ça consiste. Donc sur le site de Coutances, il y avait ce contexte avec ces différents enjeux et comment vous vous y êtes pris. D'accord. Alors, à cette question, en quoi ça consiste, je vais vous y répondre en deux temps. Le premier temps, c'est effectivement revenir sur l'expérience de Coutances. Oui. Et en second temps, on y reviendra plus tard sur la façon aujourd'hui on l'adresse à l'échelle du groupe. Très bien. Alors, sur l'expérience de Coutances, on a fait une méthode QVT pour faire de la QVT, si je puis dire, parce qu'on a voulu expérimenter la démarche. Alors pourquoi, on vous l'avait dit, on était confronté à des difficultés, à des enjeux de compétitivité, à des enjeux de croissance. Et on a fait la QVT parce qu'on a pensé qu'on allait tout simplement pouvoir résoudre des problèmes avec les gens, avec les personnes qui composent, avec le personnel, tout simplement. Et ce qui nous a attiré, ce qui a attiré la direction de l'entreprise d'en mettre en place une démarche QVT avec la RAC Basse-Normandie, je tiens à les citer parce qu'ils nous ont accompagnés. Bien sûr. C'est tout simplement la définition qui était portée par la QVT qui disait tout simplement que ça consiste à faire en sorte que les salariés puissent s'exprimer et agir sur le contenu du travail. Voilà. Et ça devait se faire aussi de manière paritaire, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, mais le dialogue social a une part importante chez nous. Donc on a effectivement constitué un comité de pilotage paritaire, composé de la direction, composé des partenaires sociaux. On a constitué des groupes de travail afin de mettre en exergue un certain nombre de difficultés opérationnelles qu'on pouvait rencontrer. Alors je vais citer un exemple. Voilà. Typiquement, on avait des problématiques de délai, de ce qu'on appelle de libération des lots, de sortir le produit. Et l'exemple qui me vient à l'esprit, bon, il y en avait un tas d'autres, c'est un préparateur, quelqu'un là qui est posté en 5-8 et qui, à travers les groupes de travail, il est remonté le fait qu'il devait, lui, travailler un petit peu chez lui avant d'arriver au travail pour réaliser ce qu'il avait à faire. Et ça, c'était une situation qui était dite anormale. Bon. Donc ces groupes de travail ont été constitués, ils ont remonté un certain nombre de problématiques. Il y a 70 propositions qui ont émergé de ces groupes de travail. Et le comité de pilotage en a retenu 23, pour être tout à fait précis. Et à partir de la méthode, tout ça a été émergé avec Safari Photo notamment, qui est une méthodologie bien connue à l'ARACT. Et de ça, donc, on a décidé d'expérimenter, qui est une phase très importante, expérimenter. Ces propositions, donc alors, de ces 23, on a extrait 2 expérimentations qui portaient sur 2 thématiques. Oui. Une thématique qui portait sur la ligne de production, comment améliorer le fonctionnement d'une ligne de production et s'assurer que ce qu'on met en place est efficace. Et le deuxième, c'était sur un flux transverse. Transverse, ça veut dire qu'il touchait beaucoup de métiers de l'entreprise, c'est le flux de libération, justement. Pour faire encore une fois s'exprimer et agir et expérimenter des choses qui étaient proposées, des processus, des nouvelles dispositions qui étaient proposées par les salariés. Donc on a expérimenté ces deux types d'actions et puis on les a mis en place, tout simplement. Et on a eu des résultats, puisque les délais, et ça c'est des mesures très concrètes, les délais de libération se sont améliorés, les TRS ont augmenté.
Et les salariés se trouvaient davantage satisfaits de la façon dont ils opéraient pour atteindre ces objectifs-là. Donc on est arrivé, c'est ce que j'appelle la preuve par le concept, la preuve par les faits, par la réalité. Donc voilà comment ça s'est tout simplement réalisé. Voilà. D'accord. Très bien. Donc si je résume effectivement, un comité de pilotage paritaire effectivement c'est une action qui n'est pas portée uniquement par la direction, mais également par les partenaires sociaux. Une façon un petit peu d'identifier les situations de travail qui posent problème avec des groupes de travail de salariés. Et puis ensuite, avec ces mêmes salariés, émergence de propositions, de solutions, puis mise en place de tests de ces solutions pour certaines d'entre elles. Tout à fait. De façon à résoudre, mais concrètement, des situations de travail et des dysfonctionnements. Et donc d'améliorer quelque part aussi votre performance. Est-ce que vous avez du coup pu mesurer ces gains à l'issue de cette expérimentation? Alors, en termes de mesures, moi, je rêve toujours deux types de mesures. La première, c'est une mesure, on va dire, de gestion. Quand on mesure un TRS, effectivement, on voit qu'un TRS... Alors, TRS, peut-être pour ceux qui... Un TRS, dans l'industrie, c'est une mesure c'est la mesure de la productivité d'une ligne. D'accord. Voilà. Ça, c'est des indicateurs qui sont connus dans une usine parce que ça relève de l'intéressement, d'une efficacité opérationnelle d'une usine. Mais au-delà de ça, il y a aussi une autre mesure qui est la mesure de ce que la personne fait dans son travail au quotidien. Et la question qui lui est posée, est-ce que tu le fais mieux ou moins bien? Voilà. Donc, il le faisait mieux et ça produisait effectivement un résultat qui était meilleur en termes d'indicateurs de gestion. D'accord. Voilà. Donc, et ça me paraît important en termes de mesures, de ne pas se limiter à des indicateurs dits opérationnels qui sont très importants, évidemment, et qui sont le but ultime, mais aussi d'aller adresser des indicateurs qui sont des indicateurs de la façon dont les personnes font leur travail. Voilà. Font et vivent leur travail au quotidien. Ils le vivent bien et le font bien. Voilà. Ok, très bien. Et alors, du coup, à partir de j'allais dire, de ce galop d'essai sur Coutances, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion? Et aujourd'hui, comment ça se passe pour l'ensemble du groupe? Alors, je vais d'abord répondre à la première question et la conclusion, et ensuite la deuxième. La conclusion, c'est qu'il a fallu d'abord le faire vivre à Coutances. Il n'a pas fallu attendre que le groupe détermine la façon dont vous allez s'y prendre pour le déployer sur l'ensemble du groupe. Donc, il y a tout un dispositif, et là, je n'irai pas dans les détails, mais quand il est mis en place par le site de Coutances, en termes de management, comment manager la QVT en individuel ou en collectif. Simplement un exemple, en individuel, vous avez aujourd'hui dans les entretiens de fin d'année la question posée de la QVT à l'individu. C'est un exemple. Il y a d'autres aspects, il a fallu aussi, à Coutances, mettre en place des dispositifs, là, toujours paritaires, toujours sous forme d'un comité de pilotage, pour tout simplement piloter des processus transverses, parce qu'on a relevé que la transversalité, les interfaces, étaient, parmi plein d'autres éléments, mais si on devait citer un élément important pour la performance, c'était bien la capacité des personnes et des structures de travailler ensemble. Donc il y a vraiment un dispositif très précis, et un plan d'action très particulier, adressé par l'approche QVT sur ces questions-là. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est pour Coutances. Oui. Alors maintenant, si j'en arrive au groupe, effectivement, je l'ai dit un peu tout à l'heure, la question qui s'est posée à moi en tant que DRH, c'est de dire comment je fais vivre ça sur l'ensemble du groupe. Et comment je fais le vivre? Tout simplement en voulant l'installer dans la politique RH. Voilà. Alors ça, on a utilisé deux leviers. Un premier levier, c'est le levier partenaire social. Là, encore une fois, les partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'on a signé un accord QVT au niveau du groupe, de telle façon à ce que chaque site opérationnel, notamment Coutances, puisse signer un accord QVT local. Donc un accord cadre, un peu cadre, absolument au niveau du groupe, et local ensuite, qui allait traiter très précisément des actions très opérationnelles qu'on devait piloter aussi sous forme paritaire. Et ensuite, il y a un levier qui est un levier, je dirais, managérial. Et ce levier managérial, il est traité sous deux aspects. Un premier, c'est de construire ce que j'appelle un référentiel RH qui présente la politique RH ou les pratiques RH comme on peut relever d'un référentiel qualité, et de faire en sorte d'aller s'assurer par des audits que les actions qui sont menées sur les sites répondent à ce référentiel, donc répondent à une démarche QVT. Donc on va y retrouver une volonté d'expérimenter, etc., etc., enfin tous les dispositifs qu'on peut connaître autour de la QVT.
audite aussi par des enquêtes qui sont faites chaque année et qui posent des questions sur la QVT. Et un élément important, c'est la dimension managériale. Alors, on ne fait pas de QVT si les managers ne s'inscrivent pas dans cette pratique de la QVT. Je prends un seul exemple, vouloir mettre en place des espaces de discussion, ça se manage. Donc là, c'est toute la construction aussi qui a été menée en collaboration avec la RACT, et puis d'autres aussi, il n'y a pas que la RACT, puisqu'on a fait aussi intervenir d'autres cabinets, pour justement construire des parcours de formation. Alors il ne s'agissait pas de changer la personnalité de nos managers, mais surtout de leur amener les pratiques QVT pour qu'au quotidien, ils managent par la QVT. D'accord. Alors, effectivement, je souligne dans cet accord groupe que vous avez mis en place, donc il y a non seulement cette dimension former les managers, on reviendra tout à l'heure sur quels sont les leviers sur lesquels vous insistez plus précisément, et il y a une autre dimension qui est l'accompagnement des transformations, avec une méthode qui vous est propre, que vous avez mis en place pour votre groupe, qui concerne un petit peu l'articulation entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots aussi concrètement, ça consiste en quoi? Ou nous donner un exemple, comment ça s'est mis en œuvre? Oui. C'est effectivement une dimension qui apparaît dans notre accord QVT qu'on a signé avec les partenaires sociaux. Alors, la meilleure façon, je dirais, d'en parler, c'est de l'illustrer par un exemple. Oui. Alors, ce n'est pas le seul exemple, voire même, c'est peut-être pas l'exemple que j'aurais envie de reprendre au départ, parce que j'ai plutôt envie de parler de la mise en place de nouvelles lignes de production, mais là, je vais quand même prendre un exemple, qui est le dernier exemple en date. D'accord. On est en train de mettre en place un projet qui porte sur ce qu'on appelle un système d'information RH. Voilà. Donc, on mène ce type de projet, on considère que nous, il y a trois dimensions. Une première dimension, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est les personnes dans le projet qui connaissent l'outil, sachent comment le configurer, comment le mettre en place, comment le déployer. Enfin, ils ont la connaissance de l'outil qu'on a retenu et qui répond à notre cahier des charges en termes de fonctionnalité. La deuxième dimension, c'est la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, cet outil est destiné aux populations RH, puisque ça va être leur outil de gestion. C'est là qu'ils vont mettre en place des processus RH, c'est là qu'ils vont mettre en place un certain nombre d'informations qu'ils ont besoin pour gérer les ressources humaines. Ouais, du type accès aux formations, j'imagine, par exemple. Les parcours. Tout à fait. Et il y a une troisième dimension qui effectivement apparaît par la QVT, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Au bout du bout, dans ce projet-là, c'est tous les salariés qui vont accéder à cet univers, à cet environnement, puisque c'est à travers ça qu'ils vont avoir un certain nombre d'informations les concernant sur leurs entretiens, leur carrière, leur formation, etc. Et je prends cet exemple parce que là, typiquement, en ce moment, on est en train d'expérimenter, parce qu'on est dans la méthodologie QVT, c'est-à-dire qu'il n'est pas en production, il est en expérimentation. Et l'expérimentation, elle a étendu tant la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'usage. On est allé jusqu'à vouloir faire en sorte que des opérateurs sur ligne utilisent l'outil parce que, par exemple, c'est à travers ça qu'ils vont faire leur entretien de performance. Et donc la maîtrise d'usage, pour moi, pose la question suivante, c'est à quel moment je fais rentrer les acteurs qui vont utiliser l'outil ou utiliser la ligne de production. Et dans notre méthode de gestion de projet, c'est un élément sur lequel aujourd'hui on travaille beaucoup parce que ça me paraît important de bien être en mesure de déterminer à quel moment ces acteurs rentrent en ligne de compte. Voilà. D'accord, très bien. Donc il y a une articulation entre ces différents acteurs, les acteurs à la fois qui utilisent ce dispositif et ce logiciel de SIRH, c'est-à-dire les salariés. Oui. Une articulation aussi avec, j'allais dire, les techniciens, ceux qui conçoivent ce logiciel, et puis ceux qui commanditent ce logiciel, qui sont les RH. Donc, vous êtes à la tête, et donc un dialogue qui doit s'articuler entre la vision de chacun, de façon à décloisonner effectivement les enjeux d'efficacité pour certains, de technique pour d'autres, et plus sociaux ou charges de travail, ou est-ce que ça correspond bien à ce que j'attends dans mon activité au quotidien dans l'entreprise. C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, juste du coup, il me vient une idée. Comment vous faites le lien entre ces dispositifs de mise en discussion, entre ces différents acteurs, ces partages d'enjeux, et puis les enjeux de dialogue social et les instances qui existent aussi dans l'entreprise pour alimenter ce dialogue social? Est-ce que du coup il y a des ponts?
Parce qu'il y a effectivement la matière, remontée de terrain, pour alimenter, j'imagine, ce dialogue social dans votre entreprise. Alors, tout à fait. Bon, je reviens effectivement sur ce que j'ai déjà indiqué, c'est que nous avons considéré, parce que ce n'est pas une démarche personnelle, oui. nous considérer qu'il y avait vraiment deux leviers. Le levier managérial, je l'ai évoqué, et le levier, effectivement, dialogue social, partenaires sociaux, qui est effectivement très important si on veut faire vivre la démarche QVT. Alors, comment on fait ça? C'est la question qui est posée. Comment on fait ça? Nous, on a saisi l'opportunité de la mise en place des CSE. Voilà, enfin, c'était un fait. Je ne suis pas là pour dire si c'était bien ou pas bien les CSE, je dis simplement que c'était un fait. Et on a mis là aussi, encore une fois, en place un accord groupe, donc négocié au niveau du groupe avec l'ensemble des partenaires sociaux, pour la mise en place des CSE, qui avait comme principal, il y avait beaucoup de choses, mais enfin, notamment, pour répondre à votre question, on a étendu le CSCT, là, oui. La dimension sécurité et conditions de travail, et on a appelé ça la commission CHQVT. Voilà. Donc CH, comité d'hygiène et QVT C'est comité d'hygiène oui. et qualité de vie au travail. D'accord. Nous allons former l'ensemble des élus à ces commissions, évidemment aux aspects réglementaires liés aux conditions de travail et à la sécurité, mais aussi à la qualité de vie au travail. Et moi, ce que j'attends de ce dispositif, c'est tout simplement que dans ces instances-là, bien sûr qu'on parle de sécurité, bien sûr qu'on parle de conditions de travail, mais qu'on parle aussi de toutes les thématiques relatives à la qualité de votre travail, c'est le développement personnel, c'est la conciliation vie privée et vie professionnelle, c'est toutes les choses que vous connaissez par ailleurs, c'est l'égalité homme-femme, si vous prenez l'accord Annie, c'est typiquement tout ce qui est intouchant, et ce qu'on recherche à travers ça, c'est que cette commission-là, donc une commission qui sera dans tous les établissements, l'ordre du jour porte sur ces questions-là. Et que ça soit aussi un moyen, par rapport à un projet, vous l'avez évoqué, que ce projet soit aussi appréhendé par le management, parce que c'est important, par la méthode de gestion de projet, mais aussi par ce que les personnes vivent dans leur travail, qui puissent à travers ça s'exprimer ou créer les conditions de l'expression, et puis puissent également faire en sorte que les personnes puissent agir dans les projets ou dans tous les sujets qui peuvent être appréhendés. Et donc aussi alimenter ce comité CHQVT avec les résultats des expérimentations, par exemple, là, de ce nouveau logiciel SIRH. Très bien, alors là, effectivement, on voit à l'écran, et vous l'avez dit tout à l'heure, autre axe important pour mettre en place la QVT et la faire vivre dans l'entreprise, c'est le management. Oui. Et donc, une nouvelle formation qui repose sur différents leviers ou pratiques managériales que vous présentez ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces différentes pratiques sur lesquelles vous insistez plus particulièrement? Qu'est-ce qui est important pour vous qu'un manager maîtrise au quotidien pour faire vivre la QVT dans son équipe? C'est relativement simple. Encore une fois, l'objectif, c'est la performance. On considère que la performance, c'est faire en sorte que la personne, le collaborateur, l'équipe, puisse bien faire son travail, tout simplement. Et pour bien faire son travail, il faut le faire durablement. La notion de durablement est importante. Il faut que le manager puisse connaître le travail qui est réalisé, puisse faire en sorte que les personnes s'expriment sur ce travail-là et proposent par eux-mêmes des choses, que le manager crée les conditions qu'on puisse expérimenter les choses et faire en sorte que les équipes, les individus puissent agir. Et puis surtout, à la fin, le manager, il a aussi un rôle qui, je n'aurais pas peut-être oublié, mais qui est important en tout cas, sur lequel on va insister, c'est qu'il doit reconnaître ce qui a été fait. Et ça, c'est vraiment les points sur lesquels on travaille aujourd'hui dans nos parcours de formation. Il faut savoir que les formations managériales sont construites par le groupe et adressées à tous les établissements. Alors, on ne cherche pas encore une fois à faire des clubs managériaux, il faut que chacun conserve sa personnalité. Mais tout ça, ça nous paraît du bon sens, voilà, si j'ai envie de dire. Simplement, il faut rappeler, il faut aider le manager qui lui aussi a un métier pas simple autour de ça. Il faut penser à sa QVT lui-même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et sa QVT lui-même, c'est aussi ça, c'est aussi savoir ce qu'il fait, c'est aussi reconnaître ce qu'il fait. Donc on travaille sur toutes ces questions-là en ce moment. Voilà. Et d'ailleurs, le déploiement est en cours là. D'accord, très bien. Alors effectivement, former les managers, c'est bien. Mais je pense qu'aussi derrière cette action, il y a d'autres conditions peut-être à réunir. Est-ce que vous pouvez nous citer pour vous qu'est-ce qui est important comme condition, s'assurer qu'il y a un terreau favorable, fertile à de bonnes pratiques managériales en termes de QVT?
Alors effectivement, c'est important pour moi parce que quand on se lance dans une démarche comme celle-là, il faut quand même, comme d'ailleurs dans plein d'autres démarches, il faut quand même regarder si les conditions se reculent pour réussir. Parce que partir comme ça en se disant j'ai peu de chances de réussir, c'est toujours très compliqué. Donc nous, unitaires, moi je considère que le terrain est fertile à ça. Un petit peu, je prends souvent l'exemple, hein, quand on fait du jardin, on plante des tomates, si le terrain n'est pas là, les tomates ne poussent pas. Alors les conditions, pour moi, il y en a 6. C'est comme ça que je les ai relevées. La première, effectivement, la stratégie de l'entreprise et la politique de l'entreprise, qui chez nous est surtout portée sur l'innovation, l'expertise. Il faut être convaincu que ça passe par les individus, quoi, par le fait que si les individus ne sont pas acteurs de l'innovation, acteurs de l'expertise, ça ne marchera pas. Le deuxième levier, c'est ce que nous appelons les valeurs de l'entreprise, quoi. Les valeurs de l'entreprise, c'est quoi? C'est que si on n'est pas capable de faire confiance, la confiance, c'est pas un vain mot, c'est savoir faire confiance à des individus. Et je pense que la QVT, c'est aussi, ça peut se déployer à condition qu'on est dans une relation de confiance entre les individus. Et ça, c'est chez nous très installé dans notre ADN. La troisième dimension, c'est l'organisation. On croit à l'autonomie, on croit à la décentralisation. Je pense qu'une entreprise qui serait plutôt centralisatrice avec des processus très cadrés, c'est un peu compliqué de faire la QVT. Nous, ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est l'inconvénient, mais on croit à l'autonomie, on croit on croit à la culture de résultat. Donc ça, c'est des choses qui, moi, un élément qui m'a apparu comme une condition importante. La quatrième dimension, c'est le management. Je l'ai dit, nous, on croit au collaboratif, on croit au participatif. Pour exemple, on a mis en place un réseau social d'entreprise pour permettre à tout individu d'aller exprimer quelque chose sur un réseau social d'entreprise. Donc ça nous paraît effectivement essentiel. La cinquième condition, c'est le dialogue social. Il est évident que c'est quand même plus facile de mettre en place la QVT dans un environnement où le dialogue social est déjà présent. Nous, il était présent. On n'a pas attendu de faire la QVT pour avoir un bon dialogue social. Je pense que ça l'a conforté. C'est venu encore l'améliorer, mais on est quand même parti d'une base qui nous permettait de pouvoir discuter de ces questions-là avec les partenaires sociaux. Et je prends un seul exemple, l'accord QVT que j'évoquais tout à l'heure, il a été signé par les 4 organisations syndicales du groupe. Voilà, ils ont tous signé, donc ça ne veut pas dire qu'on est tous super en disant que tout va marcher sans problème. On est conscient des problèmes, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais on a tous la volonté d'y aller. Et je pense qu'un accord, c'est d'abord ça. Et puis la sixième dimension, ce qui est un peu nouveau pour nous, c'est l'ouverture à la société. Voilà, je considère que l'entreprise vit dans un monde et il y a des parties prenantes autour. Alors, je prends 2 exemples, le télétravail et la diversité. On a signé un accord télétravail. Ce n'était pas forcément installé structurellement chez nous. Il y en avait, mais c'était pas... Et c'est d'admettre le fait que, autour de nous, la société bouge. Donc, la question que doit se poser l'entreprise, c'est comment elle accueille ce qui bouge en dehors d'elle. Et nous, unitaires, aujourd'hui, on est dans des conditions on est ouvert, en tout cas on regarde, je ne dis pas qu'on fait tout, je dis simplement quand un fait de société est posé à nous, on dit comment on l'appréhende ça. Voilà. Comment on appréhende ce fait de société, est-ce qu'on le traite? Donc là, on a choisi 2 axes, nous. Un, le télétravail. Aujourd'hui, c'est complètement installé structurellement. Il y a un accord qui dit que toute personne peut prendre... Et puis la diversité, parce que ça sert l'innovation. Voilà, on fait toujours un lien avec la performance. N'oublions pas la performance, c'est un fil conducteur. On considère que le télétravail, c'est la confiance c'est la performance, la diversité, c'est comme ça qu'on innove, parce que si on est tous pareils, il n'y aura pas de différence. Donc, on fait en sorte aussi de répondre aux questions de diversité que la société, d'ailleurs, porte aujourd'hui et qu'on peut avoir des débats, mais enfin, en tout cas, c'est une réalité. D'accord. Donc voilà. Alors, du coup, merci pour tous ces éléments. Je vais prendre quelques questions ici que vous nous avez adressées. Alors, effectivement, en lien avec un webinaire qu'on a présenté lundi et par rapport à la démarche que vous nous avez présentée, quelle différence faites-vous, nous demande Olivier, entre votre démarche QVT et une démarche Lean, que vous connaissez par ailleurs, je pense, en tant qu'industrie? Alors, la question, c'est quelle est la différence? La différence au point commun, du coup, qu'est-ce qui se ressemble et qu'est-ce qui... Moi, je dis que c'est complètement complémentaire. C'est-à-dire qu'on fait du Lean chez nous aussi. Oui. Voilà, on fait du Lean. Je vais illustrer là aussi par un exemple. C'est-à-dire que le site d'Amiens, il y a un programme qui s'appelle le programme Pacte.
PACTE, c'est un programme d'amélioration continue. Ça s'appuie principalement sur une démarche des outils Lean qu'on peut connaître par ailleurs, le 5S, un certain nombre de SMED, etc. Ce qu'apporte la QVT dans une démarche comme celle-là, c'est le fait de partir du principe que les personnes doivent s'exprimer, ceux qui sont concernés par ce qui se passe dans la démarche Lean, doivent être des acteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent s'exprimer et agir. Ça apporte une autre dimension, c'est qu'on doit aussi accepter l'idée qu'on doit expérimenter les choses. Il y a une phase d'expérimentation qui est importante dans la QVT. Donc je dirais ça vient rajouter des éléments en Lean. Pour moi, ça ne vient pas en opposition. Moi, j'ai 17 ans de DRH chez Unitaire. J'ai vécu le Lean, je crois, il nous est arrivé dans les années 2014. J'ai toujours travaillé avec les opérationnels sur comment faire du Lean. Je ne me suis jamais opposé au Lean. Et on a toujours trouvé les moyens de faire du Lean et de faire de la QVT qui venait s'ajouter à ça. Et pour moi, les deux sont complémentaires, compatibles. Et à chaque fois, le bon sens s'emporte. Voilà. Donc et ça marche. Pour ceux qui ont vu le webinaire de lundi, justement avec le témoignage d'une entreprise, Albéa, sur ses démarches Lean, et Mathieu Deschésar aussi qui s'exprimait sur le sujet, ils évoquaient deux types de Lean, l'esprit Lean, ou plutôt la culture Lean, ou la philosophie Lean, et puis les démarches plutôt très orientées outils et méthodes. Et on voit bien là ce que vous combinez, c'est finalement la philosophie du Lean et puis la démarche QVT, qui donc 2014, les deux ont émergé un peu en parallèle finalement chez vous, et se sont combinés. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Alors, autre question aussi qui revient, c'est comment donc les partenaires sociaux sont-ils associés ? Donc ça, vous l'avez abordé effectivement dans cette volonté déjà d'avoir mis en place un accord CSE, avec la volonté de former l'ensemble de vos élus, non seulement, j'allais dire, aux formations classiques obligatoires sur la santé, sécurité au travail, mais aussi sur toutes les questions de QVT, et que quelque part, ils puissent aussi s'enrichir de ces expériences terrain et de ces remontées terrain qui viennent des salariés par rapport à ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien, ou les nouveaux projets de transformation qui arrivent dans l'entreprise. Oui, c'est tout à fait ça. J'ajouterais simplement à ça que je relève que les partenaires sociaux, c'est aussi une opportunité d'aborder des thématiques. Parce qu'on fait de la QVT, c'est des thématiques qu'on a vu aussi émerger à travers les questions qu'ils nous ont posées, les sollicitations qui ont été les leurs, ils ont aussi évolué par la QVT. Et en tout cas, moi, je suis convaincu que ça a de la valeur ajoutée pour l'entreprise, effectivement, par l'objectif de performance que vous avez indiqué. Les partenaires sociaux sont évidemment, eux aussi, volontaires que l'entreprise soit performante. Je pense qu'il ne faut pas la... Voilà. Et en même temps, ça permet, entre eux et nous, d'aborder des thématiques qu'avant la QVT, nous n'abordions pas. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, je parle de conciliation vie privée, vie professionnelle. Voilà. On n'en parlait jamais chez nous, avant. Jamais. Maintenant, on en parle avec eux. Alors, je ne dis pas que c'est l'axe prioritaire, très honnêtement. Bon, voilà, je pense à ça parce que c'est vraiment un point qui est ressorti. Mais il y a d'autres aspects qui émergent. Et donc, ça donne un nouveau terrain de jeu, je pense, dans la relation sociale. En tout cas pour ce qui nous concerne, direction comme quelque chose de positif. Et je ne vais pas parler pour eux, mais je pense que c'est aussi quelque chose de vu aussi pour eux. De nouveau et de positif. Et c'est des opportunités qui leur sont données. Donc, dit autrement, nous n'aurions pas fait la QVT si ils n'avaient pas été partie prenante. Clairement, d'ailleurs. Ils avaient été interrogés directement là-dessus, avant de démarrer. Très bien. Donc, on voit un petit peu comment ils sont engagés et partie prenante dans la démarche. Et là, on a une autre question qui nous demande alors, pour le coup, du côté des comités de direction et de vos directions, direction d'établissement, etc., comment ils prennent la chose, comment ils réagissent? Pour une direction, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de démontrer que ça marche. Oui. Quand on a démarré Coutances, il y avait évidemment une ouverture en disant oui, on y va. Oui, on pense que ça peut marcher, mais un opérationnel, j'aurais besoin que ça marche. Il faut démontrer que ça marche. Et je pense que la meilleure façon d'aborder la question avec une direction, c'est de l'amener vers une expérimentation, justement. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les autres établissements. On leur dit, voilà, bon, vous êtes, je ne dirais pas convaincu, c'est pas le mot, parce que beaucoup d'ailleurs font de la QVT sans le savoir. Ça, c'est déjà un constat qu'on a pu faire. Certains en font alors qu'on ne s'est pas identifié comme tel.
Alors après, si on veut aller encore plus loin pour que ça s'illustre vraiment dans toute la démarche telle qu'elle est mise en place, ben, il faut prendre une thématique particulière, un sujet particulier, soit un projet particulier ou un problème opérationnel particulier, et puis de monter ça avec eux et de montrer que ça fonctionne. D'accord, montrer que ça fonctionne avec des actions concrètes et opérationnelles à mettre en place. Il faut tout simplement du concret. Voilà, il ne faut pas que ce soit la théorie du concept. Et moi, c'est pourquoi aussi j'aime cette démarche-là, au-delà des résultats qu'on en obtient, c'est qu'elle est très concrète, très pratico-pratique, très terrain. Et là, ça parle aussi aux directions des sites. Voilà. D'accord. Et alors, une autre question concernant plutôt votre casquette de DSI, directeur des systèmes d'information. Oui. Du coup, est-ce que vous parvenez à concilier performance et conditions de travail, ou est-ce que vous faites de la QVT dans votre DSI? Écoutez, je l'espère. Non, j'espère que j'en fais. Enfin, disons que ce positionnement-là, qui, je sais, fait beaucoup réagir très souvent, parce que c'est assez particulier, en ce moment, enfin, toutes les entreprises en parlent, nous aussi, on parle beaucoup du digital. Voilà. J'avoue que ce positionnement-là me permet d'aborder cette question de manière... enfin, on va dire que le DRH et le DSI se parlent facilement, parce que c'est le même. Donc ça facilite un peu les choses. C'est pas trop schizophrène, ça. Voilà, je ne suis pas schizophrène. Et c'est un vrai sujet. Voilà. Et après, au niveau de la DSI elle-même, j'espère que, je n'aime pas parler beaucoup de mots, mais dans mon management, effectivement, qu'on expérimente aussi les choses. Voilà. La preuve, j'ai parlé tout à l'heure d'un projet ici RH. On est sur un projet RH, on est sur un projet ici. Et ici, ça a amené cette notion d'expérimentation qui n'était pas forcément non plus complètement présente dans tous les projets ici qu'on pouvait mener. Voilà. Donc, oui, et puis DRH et DSI, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je voulais adresser ce qui fait principalement un fonctionnement d'entreprise, une organisation à travers des processus, des systèmes d'information, des RH. Donc, oui, je pense que j'illustre effectivement l'activité dans les deux domaines. Je note notamment dans tous vos projets de numérisation, de digitalisation que vous avez certainement dans votre entreprise, notamment peut-être sur vos lignes de production, que vous intégrez cette volonté d'associer les salariés par cette maîtrise d'usage, notamment dont vous nous avez parlé tout à l'heure, finalement comment ça résonne dans leur pratique au quotidien, sur ligne, le fait de digitaliser certaines opérations. Donc effectivement, c'est un bon terrain de mise en œuvre pour vous. C'est un combat de longue haleine, mais on est dedans. Oui. D'accord, très bien. Alors, encore une question par rapport à la formation des managers. Donc, qu'est-ce qui vous fera dire que la formation des managers est un succès? Est-ce que vous avez des indicateurs? Alors, elle est en plein déploiement aujourd'hui, mais peut-être rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans. Est-ce que vous avez des idées un petit peu de... Je vais vous répondre très simplement à travers des mesures qu'on a déjà aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui... on a des enquêtes, un peu comme toutes les entreprises peuvent avoir, qui interrogent les salariés sur la QVT. Voilà, donc ça c'est une approche collective. Et puis, autre exemple, dans les entretiens de fin d'année, qui est vraiment le moment où le manager et le collaborateur se parlent, on demande aux collaborateurs de s'exprimer, sur effectivement comment, en termes de QVT, il perçoit sa situation. Voilà. On traite aussi 3 autres dimensions, ce qu'on appelle le pouvoir, le savoir et le vouloir. Voilà. Enfin, si on synthétise tout ça, j'ai envie de dire que si un collaborateur il considère qu'à travers la relation qu'il a avec le manager, il a les moyens de faire son travail, ça c'est le pouvoir, il a le savoir, donc on lui a permis d'avoir toutes les connaissances, et il a le vouloir, il a la motivation, je considère que le manager a fait son boulot. Voilà. Donc ça veut dire que derrière, je me laisse à penser qu'il a fait de la qualité de vie au travail. Voilà. D'accord, effectivement. Parce qu'en plus, cette mesure-là, le PSV, c'est pas le manager qui le met, c'est encore une fois le salarié qui le met. Donc, pour moi, la mesure ultime, c'est une mesure qu'on a depuis bien longtemps déjà. Elle n'est pas nouvelle, mais ce qu'on fait en termes de formation orientée QVT doit venir encore améliorer les résultats qu'on obtient aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie, Laurent de Magnès, pour avoir apporté ce témoignage et cette expérience, ce retour d'expérience très riche sur ce que vous faites au sein de Unitaire. Pour aller plus loin, pour toutes et tous qui nous regardaient sur ce sujet, comment
accompagner les transformations avec les salariés. Je souhaitais vous dire que, comme ça apparaît sur votre écran, vous avez un kit pédagogique qui vient de paraître à l'occasion de cette SQVT, qui concerne une méthode qui s'appelle l'évaluation embarquée et qui permet de co-construire les changements avec les salariés. Donc vous retrouverez dans cette méthode, pas à pas, comment mettre en place cette démarche de façon effectivement paritaire, mais aussi participative, comment construire ces groupes de travail et comment les animer. Voilà, vous avez également des vidéos qui vous permettront, pour vous-même, mais aussi pour vous salariés, d'aborder le sujet de la qualité de vie au travail et des expérimentations et de l'accompagnement des changements. Voilà, alors demain, la SQVT se poursuit et vous aurez d'autres rendez-vous, d'autres webinaires pour ce jeudi 20 juin. Tout d'abord sur la reconnaissance et puis aussi sur autre thème, l'industrie 4.0 qui pourra vous intéresser. Et puis enfin, pour terminer la journée de demain sur les différentes addictions et comment également les prévenir dans l'entreprise en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Je vous remercie à toutes et tous pour nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de semaine avec beaucoup de qualité de vie au travail. À bientôt, j'espère. Merci, au revoir.